Alors, avant de commencer ce beau panel, vous allez me permettre de rappeler un peu le contexte dans lequel s'inscrit l'activité de cet après-midi. Je suis Nathalie Vallée, la directrice générale du collège, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, tout d'abord, c'est important pour moi de dire que dans notre grande maison d'enseignement supérieur, nous avons le privilège de partager la responsabilité de notre mission avec des professionnels de l'éducation engagés que sont les profs, bien sûr, et les autres conseillers, aides pédagogiques et professionnels de l'éducation, tous les spécialistes, au fond, qui composent notre écosystème institutionnel. Des personnes qui sont critiques, rigoureuses, compétentes et passionnées. Parmi ces amoureux de l'éducation, il y a Julie Gauthier, qui depuis plusieurs années sensibilise ses étudiants à la question autochtone, notamment à travers son projet Rencontres autochtones et bien sûr dans ses cours d'anthropologie. Comme directrice des études d'abord et comme directrice générale ensuite, j'ai suivi les travaux de Julie et eu quelques conversations avec elle sur ma préoccupation à l'égard, entre autres, du nom et du logo de nos équipes sportives. Cette appropriation culturelle, de plus en plus remise en question et un peu gênante en 2019. Je lui ai fait part de mes malaises, mais également de mon ignorance, et lui ai humblement demandé de nous aider à faire cheminer notre collège, et moi, par la même occasion, bien sûr. Julie était déjà en action et bien avancée dans sa réflexion. Elle a donc déposé un projet au Fonds de développement qui a été entériné par notre conseil d'administration. Ce projet, qui embrasse des préoccupations beaucoup plus larges que celles de la question du nom et du logo de nos équipes, s'intitule « Rapprochement avec les Premières Nations, espace réflexif, inclusif et rassembleur au Collège Annecyc ». Ce projet vise notamment une recension des meilleures pratiques, une sensibilisation de notre milieu, mais il a aussi pour objectif de créer des ponts avec des organismes, des mouvements et des communautés autochtones. L'organisme Mikana, comme vous l'a dit Elisa, a accepté de nous accompagner et la direction des affaires étudiantes et le service des activités internationales sont également très étroitement liés à ce projet-là. Beaucoup de choses se sont passées cette année et d'autres actions concrètes sont prévues encore d'ici la fin de l'année et très probablement pour l'an prochain. Le panel de cet après-midi est une étape importante de notre processus de réflexion. Moi, j'ai très, très hâte d'entendre tout ça. Donc, de notre processus de réflexion et d'éducation quant à notre posture coloniale, que je compare à une espèce de vêtement revêtu de manière automatique et parfois un peu inconfortable. Nous aurions pu décréter que c'en était terminé avec cette représentation aimée et perçue comme positive par nos étudiants sportifs et par les fans de nos équipes sportives, parce qu'on est plusieurs à être fans de nos équipes sportives, de même que son nom, mais il nous fallait faire les choses en cohérence avec notre mission, justement. Y aller pas à pas, réfléchir, apprendre ou réapprendre l'histoire, se questionner, ouvrir le dialogue. Profiter de l'occasion qui nous était donnée, en fait. C'est un choix risqué, parce qu'il peut nous exposer à quelques dérives. Mais notre cégep est l'environnement parfait pour se poser des questions, pour débattre et pour prendre position. C'est la voie, donc, que nous avons choisie, et le panel est un des véhicules qui a été retenu pour poursuivre notre route. Alors, je remercie d'avance les panélistes qui ont accepté de venir cet après-midi au collège et je vous souhaite une très, très belle activité et une bonne continuation dans votre réflexion. Bonjour à tous. Alors, la première chose que je vais faire, c'est m'assurer qu'on communique bien ici. Je vais vous dire « Hey », vous allez répondre « Ho ». « Hey »,« Hey »,« Hey ». Bon, il y en a un qui veut monter avec moi pour faire le « Hey ». On va s'organiser là-dessus. Je vous remercie à tous d'être présents. Je vais d'abord commencer en profitant de l'occasion pour remercier la nation Haudenosaunee de nous accueillir sur son territoire non cédé aujourd'hui, nous permettre de nous réunir dans des bonnes conditions pour avoir, j'en ai aucun doute, des discussions inspirantes, engageantes sur à la fois
le logo, mais aussi le nom des équipes sportives du collège à Huntsic. Alors, vous l'aurez compris, ce panel s'inscrit dans un processus plus large et long terme d'autochtonisation du collège à Huntsic. Mais on veut vraiment prendre le temps aujourd'hui de se rassembler ensemble pour écouter des voix autochtones sur ces enjeux-là. Et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui dans le cadre de ces discussions. Et sans plus tarder, dans le cadre en fait, de l'animation, je vais non seulement être la gardienne du temps et m'assurer qu'on a un espace de discussion convivial et respectueux, mais aussi dégager des pistes d'action concrètes qui vont suivre nos échanges d'aujourd'hui pour continuer ce processus d'autochtonisation du collège. Hey! Bon, super. Alors, on continue en vous présentant les panélistes qui vont faire partie de cette discussion. Je commence avec Isabelle Picard. Isabelle, et je t'invite d'ailleurs à te lever pour qu'on puisse mettre un visage sur ce nom. Alors, bon, on peut l'encourager un peu plus que ça. Génial. Merci beaucoup. Isabelle est muséologue de la nation Wendat. Elle œuvre depuis plus de 20 ans pour faire connaître les réalités et les enjeux des premiers peuples du Québec. Elle a été consultante pour plusieurs organismes autant autochtones qu'allochtones et a été nommée au printemps 2016 comme conseillère spéciale auprès de l'Observatrice indépendante nommée dans le dossier des femmes autochtones de Val-d'Or. Elle est également chargée de cours à l'UQAM et chroniqueuse pour la presse et Radio-Canada. Alors, on comprend bien qu'Isabelle a un horaire très chargé. On la remercie de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je continue avec André Dudomaine. André est d'origine... Bienvenue. André est d'origine Innu et membre de la communauté de Mashtoyash. Il a largement contribué au rayonnement de la culture des peuples autochtones en Amérique du Nord, notamment dans notre ville. André est cofondateur et directeur de Terres en Vue, une société pour la diffusion de la culture autochtone. Il dirige également depuis 28 ans le festival multidisciplinaire Présence autochtone. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été? Qui a lieu sur la place des festivals annuellement. C'est une rencontre vraiment d'envergure internationale qui témoigne non seulement de la vitalité culturelle, mais également de la vitalité artistique des premiers peuples de partout en Amérique. Merci beaucoup, André, pour tous tes engagements depuis des années et d'être avec nous, avec nous aujourd'hui. Je continue avec Meki. Meki est originaire de la communauté de Manawan, de la nation Atikamekw. Elle est une artiste multidisciplinaire qui travaille maintenant à Montréal et elle est autodidacte. Elle travaille à la fois en vidéo, illustration et installation. Elle a contribué sur plusieurs revues et magazines, notamment Meshmag, Spiral ou encore Working It Out Together, le magazine Wyatt. Elle a également contribué à des productions de la compagnie Resolution Pictures, le film Rumble the Indians ou Rock the World. Qui a vu ce film et... Oh, OK. Vous devriez le voir, alors n'hésitez surtout pas. Son travail a été présenté à Mashtoyash, Nantes, à Montréal, notamment au Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans le cadre d'une exposition collective Elle Autochtone. Ses films d'animation ont été présentés un peu partout au Canada et même à l'international, à New York, Santiago, Paris, Sao Paulo, Marseille et Guadalajara. Et quand Meki n'est pas occupée à participer à des panels ou à travailler sur ses différentes œuvres, elle adore faire du karaoké. Merci, Meki, d'être avec nous aujourd'hui. Enfin, Alexandre Lapointe, qui est juste ici. Bonjour, Alexandre. Alexandre est diplômé à la maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal. Il est également conférencier et travaille au Musée d'histoire et d'archéologie de la Pointe-à-Calière. C'est lui qui va lancer nos discussions aujourd'hui, faute d'avoir une cérémonie d'ouverture à proprement parler qui nous permet de nous ancrer sur ce territoire. Alexandre va relever le défi de nous présenter non seulement dans le temps et dans l'espace, l'histoire de ce collège et d'Huntsic et de l'inscription du collège sur les terres où nous nous situons aujourd'hui. Merci, Alexandre. Je te passe la parole. Donc, merci. Effectivement, ça va être un défi dans le temps parce que je vais couvrir en 15 minutes l'histoire autochtone du quartier et en 5 minutes l'histoire d'Huntsic. Quand on m'a demandé aujourd'hui de participer dans un colloque sur le logo des Indiens d'Huntsic, j'ai décidé, en fond, de mettre l'emphase sur 2 points en particulier.
quel est le lien entre le logo et le quartier? Et il y a 2 points, en fait, qui ressortent. C'est justement, le quartier ici est le dernier endroit sur l'île de Montréal où il y a eu un village autochtone et finalement, le personnage même d'Ahuntsic. Donc, aujourd'hui, dans ces 20 minutes-là, je vais couvrir les 2 sujets. Donc, premièrement, ce quartier-là, effectivement, évidemment, toute l'île de Montréal a un passé autochtone. On a trouvé des sites préhistoriques partout sur l'île, mais vraiment, ici, c'est le dernier endroit où il y avait une communauté établie qui a vécu pendant plusieurs années, qui a exploité l'île. Et en fait, on a trouvé en 2017 le lieu exact où se trouvait cette communauté-là. C'est là. C'est juste à côté de l'église de la Visitation actuelle. Et c'est vraiment, c'est les premiers à l'époque de la Nouvelle-France. On ne parle pas d'une période qui est très, très lointaine, qui vont développer le quartier ici. Donc, on va voir dans quelles circonstances ils sont venus, puis dans quelles circonstances ils ont quitté les lieux. Donc, parce qu'il y a tout de même une histoire assez spéciale avec ça. Donc, au départ, d'où venaient ces gens-là? Les gens qui vont venir s'établir, s'assembler ici, étaient au départ différents groupes qui venaient de l'Iroquoisie, particulièrement et principalement de la nation Mohawk, qui vont s'établir sur la rive sud autour d'une mission catholique. La mission s'appelait Gahandage, mais en français, c'est la prairie et c'est le nom de la ville actuelle. Rapidement, les gens qui viennent sont déjà convertis. Donc, ils vont s'établir là et par le nombre, ils vont rapidement dépasser le nombre de Français établis à Ville-Marie à l'époque. Donc, sur l'espace de 10 ans, les terres vont devenir moins fertiles et finalement, les Jésuites, qui étaient responsables de la mission, n'aimaient pas la proximité avec les Blancs, ils vont demander à faire un déplacement. Au moment où la communauté se déplace, une partie de la communauté va décider, elle, d'aller plutôt s'établir sur l'île de Montréal. Un endroit qui va s'appeler, à l'époque, Ganisdage. Ça veut dire au pied de la colline. Le problème, c'est qu'en venant s'établir sur l'île de Montréal, c'était une première. Traditionnellement, quand des missions autochtones étaient à certains endroits, c'était une seigneurie à part entière. Là, c'était une première fois que des Autochtones venaient s'établir sur une seigneurie où étaient déjà établis des Français. Donc, depuis maintenant 20 ans, les seigneurs de l'île de Montréal, c'était les Sulpiciens. Les Sulpiciens, eux, donc c'était les seigneurs, c'est les seuls qui possédaient techniquement pour les Français la terre. Tous les paysans établis sur place devaient payer annuellement un loyer, en partie avec leur récolte. Là, avec des Autochtones qui vivaient sur place, ça créait un flou juridique. Quel était leur statut? Donc, on va très clairement dire que les Autochtones ne paieraient pas de récolte comme les Blancs le faisaient, que les Sulpiciens seraient là pour les protéger et s'assurer de leur enseignement moral, mais qu'ils ne les aideraient absolument pas au niveau monétaire, matériel. Ils ne faisaient pas ça de gaieté de cœur, en fait, de bonté de cœur. Les Sulpiciens, pour faire ça, recevaient du roi annuellement 6 000 livres. C'est quoi 6 000 livres? En pouvoir d'achat actuel, c'est 150 000 $ par année. Donc, ils vont tranquillement développer un endroit sur le Mont-Royal pour la communauté autochtone. Et ici, on voit la carte de la communauté et l'endroit actuel où c'est. Donc, la communauté était juste à côté du métro Guy Concordia, de la rue Sherbrooke jusqu'au chemin de la Côte-des-Neiges. Et c'était une communauté qui était extrêmement riche au niveau des champs. C'était très fertile. Ils produisaient assez de nourriture pour nourrir la communauté de Montréal, Ville-Marie, la communauté française. En fait, les gens qui vont visiter la communauté disaient que les gens étaient très dévots aussi chrétiens à l'époque, que c'était très productif. Ils vont faire un champ pour se rendre jusqu'à la Ville-Blanche et ils défrichent les champs, c'est des agriculteurs. Donc, pour les Sulpiciens, ils vont mettre en valeur le terrain gratuitement. Et les Sulpiciens vont rapidement faire une cause qui disait que si un jour les Autochtones quitteraient le terrain leur resterait. Et ça, c'est une cause que les Autochtones n'étaient pas au courant, que la terre était tout le temps en possession du Saint-Sulpice. Donc, maintenant, en connaissant ça, qu'est-ce qui reste aujourd'hui des traces de cette communauté-là? Mais au sud, à côté du Grand Séminaire, vous avez encore ce qui reste des tours du fort de la montagne, là où était la communauté. Donc, c'était en plus littéralement fortifié. Donc, c'est quoi la justification? Pourquoi les gens vont décider de quitter les lieux? Bien, en fait, tout de suite, quand vous lisez sur le sujet, on va tout le temps répéter « Ah, c'est à cause de l'alcool ». Les Sulpiciens vont répéter à répétition « C'est à cause de l'alcool, on était trop proche de la communauté, il fallait se déplacer ». Et là, quand on lit les textes, on dirait que c'est un problème général à la communauté. Mais celui qui va écrire ça, d'Olivier de Casson, en fait, Vachon de Belmont, se contredit.
Dans son livre qui s'appelle « Histoire de notre vie en Neuve-France », il dit que dans la communauté, les femmes ne boivent pas, les aînés ne boivent pas, les gens qui ont de l'influence ne boivent pas non plus, c'est quelques guerriers seulement qui boivent. Donc, pour quelle raison les gens auraient quitté les lieux? En fait, c'est à cause du fort. On est dans les années 1670, on a le gouverneur français, le gouverneur de l'île de Montréal, M. Louis-Hector de Calière, qui s'installe, là, il y a aujourd'hui la pointe à Calière. Il s'est installé sans payer de taxes aux sulpiciens. Il commence à lui demander des comptes, et là, Calière l'a fait remarquer qu'à l'époque, ils ont construit un fort sans avoir l'approbation d'un gouverneur français. Ce qui veut dire que le gouverneur pouvait reprendre le terrain sans demander leur avis, sans leur payer une scène. Donc, rapidement, là, les gens vont commencer à faire pression sur les Autochtones pour quitter les lieux, pour ne pas se faire reprendre ce terrain-là. Et une fois qu'ils vont les déplacer, ils vont faire venir des colons blancs sur des terres déjà défrichées pour faire plus d'argent. Donc, évidemment, les gens ne veulent pas partir. Donc, qu'est-ce que vont faire les sulpiciens pour les faire partir subtilement? Ils vont, parce que c'est eux qui choisissent où les colons s'installent, premièrement, ça, c'est les terres où était la mission catholique. Ils vont ouvrir 2 terres de colonisation, la côte Sainte-Catherine et la côte des Neiges, pour entourer la communauté. Comme ça, après 10 ans, quand la terre devient moins fertile, parce que les groupes iroquoiens, eux, n'avaient pas des champs individuels. Toute la communauté ouvrait un grand champ, l'exploitait communément, mais après 10 ans, quand la terre était moins fertile, on allait simplement à côté réouvrir un champ, et après quelques années, on revenait au même endroit. Là, en ceinturant les champs de colons, c'est impossible. Ça va forcer les derniers qui ne voulaient pas partir à rejoindre la communauté au nord, et c'est comme ça que la communauté va migrer à l'endroit actuel où nous sommes. Mais en venant ici, les sulpiciens vont s'assurer, encore une fois, avec le roi de France, que le terrain resterait à eux si les Autochtones partent. Ils vont profiter de cette excuse-là pour agrandir la seigneurie de Montréal jusqu'au nord de l'île. Parce qu'à l'époque, le nord de l'île de Montréal ne fait pas partie de leur seigneurie. Et on va migrer à cet endroit-ci qui s'appelait à l'époque Skawanadi, ce qui veut dire de l'autre côté de l'île. Donc, la communauté migre, mais pendant 10 ans, il y a des gens qui... La communauté, ça va prendre 10 ans avant venir. Il y a des gens qui restent sur la montagne jusqu'en 1730. On a plus qu'une preuve pour dire que les gens ne voulaient pas partir a priori. Donc, ils vont s'installer, ils doivent recommencer à défricher. On va développer la communauté qui devait ressembler exactement à ça. Ça, ce que vous voyez, c'est une carte qui montre Kahnawake en 1690, mais le fort qu'on voit représenté est exactement sur les mêmes plans que celui qu'il y avait juste à côté d'ici. Donc, la communauté de Skawanadi devait être exactement comme ça. Et c'est une population qui était assez importante. Là, on parle, dans ces années-là, d'environ 750 personnes pour une population française totale de 4400. Ce qui veut dire qu'une personne sur 5 sur l'île de Montréal était un autochtone de cette communauté-là. Et on a des descriptions de comment ça se passait. On dit que, encore une fois, rapidement, les champs vont être mis en valeur. On produisait assez de blé d'Inde pour en exporter à Montréal. On raconte que les gens avaient même développé des érablières et on vendait les produits aussi à la ville. Et la communauté appartenait vraiment, c'est les femmes qui vivaient là à l'année. Les hommes, dans ces années-là, les hommes Mohawks, partent faire le commerce, partent faire la guerre, partent faire la chasse. Les femmes sont continuellement sur place et même si les Mohawks font l'agriculture, les hommes vont défricher, mais c'est les femmes qui font l'agriculture. C'était vraiment une possession des femmes et non seulement elles sont décrites comme étant extrêmement actives, on dit aussi qu'elles étaient continuellement en train de faire des allers-retours avec la communauté blanche pour faire du commerce. En fait, il y a même un nom qui existe encore pour les femmes Mohawks, c'est Wajahonak en algonquin, ce qui veut dire celle qui chasse proche. C'est quelqu'un qui s'en va, qui chasse, qui revient tout de suite à la maison. Donc, ils sont constamment en train de faire des allers-retours avec Montréal. Et le chemin où les gens passaient continuellement pour se rendre à Ville-Marie va devenir la première route qui traversait l'île de Montréal, qu'on voit sur les cartes ici. Ce chemin-là, qui reliait donc Fort-Lorette, l'endroit juste à côté d'ici, à Ville-Marie, va se faire appeler à l'époque le chemin des Sauvages par les Blancs. Et c'est par cette route-là que plus tard, les colons vont venir s'établir ici. Ils vont emprunter le chemin déjà fait pour monter jusqu'ici. Et qu'est-ce qui reste de ce chemin-là? En fait, il reste un tout petit sentier aujourd'hui entre le collège Mont-Saint-Louis et le cimetière
qu'on a renommé Sentier des Amérindiens maintenant. Puis au bout du sentier, en fait, là où il y a le boulevard Gouin, c'était la continuité du chemin de l'époque. C'était un chemin autochtone qui longeait la communauté de Scawanadi. Donc, maintenant, on sait que les gens considéraient aussi que c'était vraiment leur territoire. Ils ne considéraient pas qu'ils vivaient sur une seigneurie française et ils vont faire des lois, ils vont faire des procès pour interdire aux gens qui ne voulaient pas dans leur communauté, comme faire des procès à des gens qui voulaient vendre de l'alcool. On a toutes sortes de documents là-dessus et on a toutes sortes de témoignages aussi. Et finalement, même un autre point, c'est que ces gens-là se considéraient pas comme des sujets de la France. Même s'ils étaient venus pour les Français dans une seigneurie française, c'est quelque chose qui se faisait entre alliés. On pouvait se réfugier proche de ses alliés en temps de guerre. Et lorsque la Grande Paix de 1701, la communauté de Scawanadi, celle qui était ici, a signé comme une nation indépendante. Donc, elle se voyait vraiment comme étant une nation à part. Donc là, encore une fois, pourquoi est-ce que les gens vont partir? Si elle allait si bien, pourquoi est-ce que les gens vont déménager? Mais ça, encore une fois, c'est lié en fait, à la politique internationale. En 1702, la France rentre dans la guerre de succession d'Espagne. On va se battre en Europe pour décider qui est le prochain roi d'Espagne. Et là, le roi, qui est en guerre, peut plus se permettre d'envoyer 6 000 livres par année pour évangéliser les Autochtones. Donc, il coupe soudainement les fonds pour la mission. Et là, les Sulpiciens vont vouloir faire de l'argent en installant des colons ici, avec l'idée qu'on a laissé les Autochtones défricher, on a fait un champ pour les faire venir, et ça, ils ne se le cachent pas. C'est vraiment dans leurs lettres. On a plein de correspondances où ils disent expressément, explicitement qu'ils veulent faire déménager les Autochtones. Et ça, c'est depuis, même dès 1702, ils viennent juste d'arriver, et on a le supérieur des Sulpiciens qui dit, attention, s'il y a des fautes d'orthographe, c'est lui, ce transport des missions sera très avantageux au séminaire qui trouvera dans les terres que les sauvages ont défrichées de quoi faire tout d'un coup une paroisse et dans les bâtiments et les terres de la mission, de quoi bien loger un curé et faire une ferme. De plus, le séminaire pourra faire 5 ou 6 paroisses dans les environs de la mission, dont auparavant il ne pouvait disposer. Donc, encore une fois, comment on va faire pour pousser les Autochtones à quitter les lieux? On va faire la même stratégie qu'on a fait sur le Mont-Royal. Donc ici, vous voyez toutes les divisions qu'avaient fait les Sulpiciens de l'île de Montréal pour encourager la colonisation. Donc la partie sur Récollet, c'était celle qui était uniquement pour les Autochtones. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont diviser le terrain en 3 rangs. D'année en année, au fur et à mesure où on pousse les Autochtones à quitter, on va commencer à coloniser le 3e rang, puis le 2e rang. Et au 1er rang, là où étaient les champs autochtones, on va finalement entourer les champs pour obliger les dernières personnes à quitter les lieux quand leurs champs devenaient infertiles. Et ça, c'est... Mais jusqu'en 1736, 10 ans plus tard, il y a encore des gens qui vont refuser de partir. Et finalement, la communauté va se déplacer à Kanesitake, donc la communauté est encore là aujourd'hui. Et là, c'est intéressant parce qu'après le départ, jusqu'à présent, on n'avait pas de témoignages autochtones, mais on en a après. Une fois que la communauté se déplace là et qu'on va tenter pour une 3e fois de les déplacer, les Autochtones vont refuser de bouger. Ils vont aller voir les autorités britanniques en leur disant qu'auparavant, on leur avait promis que ces terres-là allaient leur appartenir. Et là, on a le discours des chefs qui a été traduit, qui a été mis par écrit, et ça va comme si c'est le chef Ogneva qui a été rencontré, John Johnson. Oups, pas encore. Mais juste avant, donc quand on sait, on peut même savoir où étaient les champs des Autochtones avec précision, juste pour un petit détail, parce que les derniers colons qui vont s'établir sur les champs défrichés payaient plus cher. Donc on sait avec précision où étaient ces champs-là, ils étaient là. Donc, jusqu'à la rue Fleury, de Papineau jusqu'à Christophe Colomb, c'était là où étaient les champs défrichés autour du village autochtone. Mais il y avait peut-être même une autre partie utilisée par les Autochtones, une partie encore plus précieuse, parce que c'est là où étaient les meilleures terres. Et là, attention, les Sulpiciens avaient planifié de faire quelque chose de spécial avec l'autre terrain. On a le banquier des Sulpiciens à Paris qui leur avait dit, attention, il est à propos de garder tant qu'on pourra les meilleures terres défrichées pour en faire des forêts et domaines dont le séminaire gardera la propriété et affermera son profit comme on fait en France. Donc, ce terrain-là, on le voit là sur la carte qui datait de 1875. Mais ça, déjà, c'était plus petit qu'à l'origine. À l'origine, le terrain qu'ils se sont gardés, les meilleures terres autochtones, sont là. Et le collège est à l'intérieur.
Donc, c'était les meilleures terres qui ont été défrichées par les Autochtones, les Sulpiciens se sont gardés. Et année après année, ils vont vendre des bouts, des lopins de terre aux colons. À la fin, ils vont juste se garder un petit parc, le parc du Boisé du Saint-Sulpice. Ouais. Et donc, maintenant pour le témoignage autochtone. Donc, on a le chef Almeida qui rencontre John Johnson et il lui dit: « Mon père, nos ancêtres étaient d'abord résidents au fort des Messieurs à la montagne, près de Montréal. Les prêtres, nous trouvant trop proches de la ville et prétendant que la jeunesse se livrait à la boisson, voulurent transporter la mission au Sault-Récollet. Quoiqu'il fût bien pénible de se déplacer, on y consentit. Au Sault-Récollet, nous restâmes 23 à 24 ans. Là, les prêtres nous trouvèrent trop proches des Blancs et ils nous dirent de quitter nos petits déserts du Sault, ça c'est les champs, et d'aller avec eux au lac des Deux-Montagnes où nous aurions de grandes terres. » Donc, comment est-ce qu'ils ont fait l'entente avec les chefs? Ils le mentionnent. Donc, alors, selon notre coutume, nous fîmes des colliers de perles sur lesquels nous mîmes 2 chiens pour veiller sur nos possessions et nous avertir si quelqu'un venait nous troubler. Puis nous avons caché ce collier dans la terre afin que personne ne puisse s'en servir. Ce collier-là existe, il a été vendu en 1919 au musée McCord, c'est lui. Ouais. Et attention, c'est pas, on dirait un petit bracelet d'amitié, en fait, c'est plutôt grand, c'est grand comme ça. Ouais. Et ça, c'est important parce qu'à l'époque de la Nouvelle-France, les Français faisaient systématiquement des wampum avec les Autochtones. C'était la seule manière d'avoir une entente légale. Ça avait cours à l'époque de la Nouvelle-France et les prêtres avaient très clairement écrit dans leurs lettres aussi qu'il fallait juste faire des ententes orales, jamais écrites. Donc, ils ont fait des wampum, mais sous le régime britannique, ça n'a plus de valeur. Donc, quand le chef dit dans ces mots, ensuite, il y est demeuré tranquille jusqu'à ce qu'il y ait environ 7 ans. Les chiens n'eurent pas aboyé avant cette époque, mais il y a environ 7 ans, le prêtre nous dit que cette terre ne nous appartenait pas. Pas même une des plus petites ferdoches qui y poussaient. Bien, les autorités vont répondre que ça n'a pas de valeur. Oui, et ça, c'est la source de la crise d'Oka. C'est l'origine, c'est l'embryon de ce qui va se passer par la suite à Kaministake. Donc, c'est vraiment ce qui enclenche tout. Donc, les Autochtones ont quitté les lieux, mais immédiatement, il n'y a pas un flot ininterrompu de colons blancs qui arrive. C'est seulement en 1736 qu'on va fonder le premier village Sault-Récollet. Et là où était l'église des Autochtones, on construit l'église de la Visitation, qui est la plus vieille église de l'île de Montréal, là où était l'église autochtone. Donc, et ça, c'est seulement en 1760 qu'on atteint finalement dans la région ici 260 personnes. Donc, encore 40 ans plus tard, on n'a même pas la population qu'avait la population autochtone plus tôt. Donc, c'était même pas une excuse les tasser pour faire venir des colons. C'était parce que chaque colon payait des terres, payait des récoltes. Et évidemment, on les déplaçait aussi au lac des Deux-Montagnes. Les Sulpiciens se sont fait donner une deuxième seigneurie. Donc, où est-ce qu'ils pouvaient faire venir des colons? Donc, ça clôt le sujet. Je pense qu'il me reste 5 minutes. Donc, à Ahuntsic maintenant. Donc, à Ahuntsic, on remonte dans le temps. On est dans les années 1625. On est presque 12 ans avant la fondation de Montréal. Québec existe, oui, mais à l'époque, la population française est minuscule. Tous les efforts de colonisation française et d'influence française sont dirigés vers le pays Wendat. Donc, ce qu'on appelait la Huronie, ou Wendageahen. Donc, on avait, dans la péninsule de Simcoe ici, 30 villages de 1000 habitants chacun, à une demi-journée de marche un de l'autre. Toute la péninsule avait été défrichée, c'était des champs de maïs partout. Les prêtres qui vivaient là disaient qu'on pouvait plus se perdre dans les champs de maïs en Huronie que dans la forêt. Et au même moment, c'est quoi la population française? On est là depuis 1608, la population française, c'est 60. Oui, et là-dessus, il y en a 12 qui vivent en pays Wendat. Donc, les Wendat ne se sentent pas encore envahis par les Français. En 1625, alors qu'il revient du pays Wendat, un père de l'ordre des Récollets va se noyer dans les rapides. Le père Nicolas Viel. Avec lui, on sait qu'il y a au moins une personne qui s'appelle Ahuntsic. Et c'est beaucoup plus tard qu'à cause de cet événement-là, on va nommer les rapides juste à côté d'ici, le saut au Récollet, les rapides du Récollet, là où il s'est noyé. Donc, à l'époque, ça arrive, mais c'est beaucoup plus tard qu'on va parler pour une première fois que c'était en fait un meurtre. Donc là, c'est beaucoup plus tard, en 1936, que le père Jean de Brébeuf va se faire dire par des Algonquins que, en fait, c'était volontairement que le père aurait été noyé dans les rapides. Donc, lui, il nous dit, attention,
les Algonquins nous firent à la vérité un grand discours comme d'amis qui tendaient ou à nous faire quitter tout à fait le pays des Hurons, ou tout au moins la nation des ours, comme la plus méchante de toutes, qui avait massacré Étienne Brûlé et le bon père Nicolas Récollet avec son compagnon. Donc lui, quand il dit ça à l'époque, il ne croit pas à cette histoire-là. Et lui, c'est vraiment, les Algonquins essaient vraiment de convaincre les gens de ramener la présence française chez eux pour avoir plus de commerce. On n'a pas encore eu les grandes épidémies. Les Français sont vraiment dépassés par le nombre par les Autochtones. Et vraiment, lui aussi, il parle d'Ahuntsic comme étant seulement son compagnon. C'est 60 ans plus tard qu'un autre père, un père de l'ordre des Récollets, Chrétien Leclerc, lui va dire que là, c'était vraiment un meurtre voulu, que c'était vrai, et il va aussi dire qu'Ahuntsic était un autochtone. Donc il nous dit, ce bon religieux avait été prié par les Hurons de descendre avec eux à la traite, et pris même un de ses disciples, le petit Ahuntsic, qu'il avait mis instruit à la foi et baptisé. Un gros temps écarta les canaux, et malheureusement ce religieux se trouva dans le sien, avec 3 sauvages scélérats et impies, qui le précipitèrent dans l'eau avec son petit disciple Ahuntsic. Et là, par la suite, cette version-là, qui a été faite 60 ans après les faits, va être prise comme étant la seule version officielle. Et Chrétien Leclerc n'était pas en Ontario, il n'était pas dans le pays Wendat, il était en Gaspésie. Et lui, à l'époque aussi, en 1691, la France a des problèmes avec les Wendat parce qu'il y a un rapprochement avec les nations iroquoises. Donc, dans ces années-là, on n'aime pas les Wendat. Donc, c'est de l'époque. Mais là, par la suite, vraiment au 19e siècle, au 20e siècle, on commence à créer toutes les peintures du père Viel qui se fait jeter dans les rapides avec le pauvre Ahuntsic qu'on voit là dans l'eau. Donc, voilà, le pauvre néophyte. Et aussi, même c'est en son honneur, que quand finalement le premier village se forme ici, le village de Back River, en 1897, on va renommer l'endroit Ahuntsic. Et là, en même temps, on massacre le nom, donc ça ne devient plus Ahuntsic, ça devient Ahuntsic. En 1903, pour encore plus mettre d'emphase sur cet événement-là, devant l'église de la Visitation, on fait 2 grandes statues pour montrer Ahuntsic et le père Viel. Et qu'est-ce qu'on met en lettres d'or sur la statue d'Ahuntsic? On va dire, attention, que ce monument a été érigé donc, pour perpétuer le souvenir de la mort héroïque du jeune néophyte Ahuntsic, précipité par de méchants Hurons, avec son père spirituel, le père Viel. Donc, évidemment, tout ça, ça a été écrit beaucoup plus tard que les faits. Mais on a des témoignages d'époque de quelqu'un qui a connu personnellement le père Viel et Ahuntsic. C'est Gabriel Sagard. Lui était compagnon du père Viel. Il le connaissait personnellement et il connaissait tous les Français qui étaient là. Donc lui, il nous dit, quand il parle de l'événement, après les faits, lui, il en parle comme étant un accident banal et quelque chose qui peut arriver. Les gens se noient dans les rapides. Les Français ne savent pas nager et ils n'apprennent même pas à nager. Samuel Le Champlain a traversé une 20aine de fois l'Atlantique. Il n'a jamais appris à nager de sa vie. Donc, il nous dit, Sagard, donc beaucoup de fois nous courons le risque pour notre vie et d'être submergés dans les chutes et abîmes d'eau, comme a été depuis le bon père Nicolas et un jeune garçon français, notre disciple. Donc, lui, il est très clair sur qui est Ahuntsic. Et aussi, donc, c'était banal. Les pères avaient tous des domestiques avec eux. Ahuntsic devait être un jeune garçon, comme on en voyait, pour vivre parmi les Wendat, pour apprendre leur langue, pour servir d'interprète, pour servir à la messe, parce que les Wendat, dans les premières années, ne se convertissent pas. Avant que les premières maladies arrivent, et là, les gens commencent à avoir peur. Les gens tolère le marginal qui a été envoyé par les Français, mais les gens ne se convertissent pas. Il a besoin d'autres Français pour faire les cérémonies religieuses. Et est-ce que c'est normal qu'on ne connaisse pas son nom? Oui. À l'époque de Champlain, il parle de ses serviteurs, on ne connaît pas leur nom. Champlain note qu'un traducteur, c'est un grec. On n'a aucune idée c'est qui. C'est le premier grec mentionné au Canada. Et le nom, ben là, on voit qu'il a changé à plusieurs reprises. Est-ce que c'est normal? Pourquoi est-ce qu'il avait un nom autochtone? Ça, encore là, c'est normal. À l'époque, les Français sont dépassés plusieurs fois par le nombre et les Wendat n'ont absolument pas envie d'apprendre le français. Jusqu'à la fin de la Nouvelle-France, les Français apprennent des langues autochtones, mais pas le contraire. Et jusqu'au 18e siècle, vous avez ici le nom des pères qui vivaient chez les Wendat à Détroit. Ils se faisaient tous renommer parce que dans la langue Wendat, il n'y a pas de son labial. Ça veut dire qu'il n'y a pas de P, B, M, F, V. Les noms français sont imprononçables.
Donc, on donnait des noms en langue Wendat au français, parce que sinon, on ne peut pas les nommer. Donc, il nous donne même un exemple de nom qu'on donnait en nommant encore une fois Ahunsik. Il nous dit, à ce jeune garçon qui vint demeurer avec nous dans le pays des Hurons, et à cause qu'il était jeune, petit et frétillant, ils l'appellèrent Aotik, ce qui veut dire petit poisson. À un autre français, un peu turbulent et léger de la main, ils lui donnèrent le nom Awanton, qui veut dire fâcheux et querelleur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Ahunsik? Donc là, on voit le nom a changé plusieurs fois. Bien, Sagar, lui, dans son dictionnaire, dit simplement que c'est petit poisson. Mais Sagar a vécu environ 2 ans chez les Wendat, donc lui, c'était pas un expert de la langue. Mais on a d'autres dictionnaires plus développés. 100 ans plus tard, on a le père Potier, qui lui était ceinture noire en langue Wendat, qui lui nous donne la vraie signification dans sa section sur les poissons. Donc, Ahunsik, c'est Awatik, c'est la perche chaude. Oui! Donc, ça s'appelait Perchaude. Ouais. Donc, le quartier s'appelle en fait Perchaudeville. Je vous laisse là. Merci. J'espère que cette discussion qui se termine avec une queue de poisson vous a, excusez, je ne pouvais pas m'empêcher, vous a quand même inspiré pas mal. Et je vais d'ailleurs, merci beaucoup Alexandre pour ta présentation, ma foi bien extrêmement instructive. Est-ce que quelqu'un savait ce que ça voulait dire Ahunsik? Et vous avez déjà oublié? Oh, si vous le saviez? Oh? Oui, wow, ok, excellent, super. Alors, inspiré par cette présentation socio-historique qui nous permet vraiment de nous ancrer sur ce territoire et surtout sur son histoire et l'origine de ce nom du collège, j'aimerais qu'on profite de ce moment un peu créatif pour vous poser une question à tous les quatre. On va peut-être commencer avec Alexandre sur... Si on va à la table à dessin aujourd'hui, si on avait une page blanche... qu'est-ce que vous imagineriez comme nom et comme logo pour les équipes sportives du collège? Là, c'est une question facile. Une perchaude, ben oui. Il y a plus qu'une équipe de sport avec un poisson dessus, ben ouais. Ça pourrait même s'appeler les Ahunsiks d'Ahunsiks, ça serait thématique. Merci. Je vous renvoie la question. Moi, je trouve que c'est une bonne question parce que probablement que s'il n'y avait pas de nom aux équipes sportives et qu'aujourd'hui, on voudrait en donner un, on ne choisirait pas les Indiens. Ouais, pourquoi? Parce que, en tout cas, on en reparlera tantôt, tant qu'à moi, c'est pas que c'est insultant, c'est dépassé. Hein? C'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on nommerait les choses. Alors donc, moi, l'exemple que je donnerais, peut-être qu'on arrive déjà à la conclusion, j'ai eu le privilège d'avoir été nommé au comité consultatif pour le changement des écussons de la Ville de Montréal. Vous avez vu qu'on a changé les écussons de la Ville de Montréal et... Alors, vous devriez aller voir sur le web le processus, c'est assez intéressant. Alors, il y avait les 4 peuples fondateurs à l'origine, irlandais, anglais, français, écossais, avec leurs symboles floraux. Et puis là, ils ont dit, ben, écoutez, il faudrait que les Autochtones y soient. Et on a fait un comité, hein, dont j'ai fait partie, mais il y avait surtout... Christine Dion, une chef élue de Ganabagé, mais dont le grand-père est un chef traditionnel, une femme d'une culture exceptionnelle dans l'héritage iroquoien. Et justement, on a choisi le pin blanc, qui est le grand arbre de la paix dans les traditions autochtones et particulièrement dans les traditions iroquoises bien enracinées, c'est le cas de le dire, dans l'île de Montréal. Et vous pouvez le voir maintenant, il est au centre de l'écusson.
Et quand on l'a sorti, finalement, on avait même, c'est fantastique, un héros d'armes. Vous savez que des héros d'armes, ça existe encore. Il y en a quelques-uns dans le monde et il y en a une au Canada, c'est une femme qui nous a consultés parce que l'héraldique est quand même une tradition européenne et non une tradition autochtone. Et puis là, on a planté, c'est le cas de le dire, l'arbre de la paix au milieu. Et là, les gens disent, mais on dirait qu'il a toujours été là. Ben, moi, je réponds à ça, oui, il était là, on l'avait juste oublié. Bon devoir, voilà. Alors, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait changer, trouver des noms d'équipe aussi. Oui. En fait, c'est une question à laquelle j'aurais peut-être plus répondu à la fin, mais comme on me le demande maintenant, peut-être un nom, en fait, c'est pas à moi à décider, mais comme le territoire, on vient de le voir, a été habité autant par des Autochtones que par des Français, que par des Blancs, on va se le dire. Peut-être quelque chose qui signifie la rencontre, le partage, peut-être dans ce sens-là, ça pourrait être une symbolique intéressante. Voilà. Alors, test. Moi, je dirais que je suis un peu d'accord avec la première réponse de genre, c'est très symbolique, la paire chaude pour le logo de l'équipe sportive. Qu'est-ce que ça veut dire, Atikamekw? Atikamekw, ça veut dire Adikmek, ça veut dire c'est le poisson, le poisson blanc. Merci beaucoup. On va revenir sur le logo, donc justement, qu'on a juste derrière nous et face à vous. Et j'aimerais vous entendre un petit peu sur vos impressions, autant sur le logo que sur le nom des équipes sportives. Alors, je vous laisse aller dans l'ordre de parole que vous voulez. Oui, moi, disons que ça ne m'a pas particulièrement choqué. Il y a des choses pas mal plus choquantes que ça. Disons que c'est tout de suite, ça me rappelle, parce que là, il y a un peu, merci Alexandre d'avoir rappelé, effectivement, et ça s'est passé dans toute l'Amérique du Nord, on a tranquillement éloigné les Autochtones des villes ou des lieux où il y avait un peuplement extérieur, et pour tranquillement les repousser dans des zones et puis finalement créer des réserves. Et pendant que ce processus-là se faisait, c'est là qu'on a vu apparaître l'Indien avec un I majuscule et les représentations qui allaient avec. Et souvent, il faut se rappeler aussi, c'est Sherman Alexie, quelqu'un que vous devriez lire, là, qui est un autochtone cœur d'haleine des États-Unis aujourd'hui, État de Washington, qui avait écrit, il faut se rappeler que les réserves, c'est pas un endroit qui ont été créés pour que les Autochtones y vivent, mais bien pour que les Autochtones y meurent. C'était the vanishing race. À l'époque, les Autochtones étaient vus comme étant une race en voie, une race d'ailleurs, c'est comme si c'est bien le mot qu'on employait, en voie d'extinction. Et les représentations qu'on en donnait dans l'espace public étaient souvent un peu comme quelque chose d'un peu, une sorte de momification. Il y avait quelque chose de très, très mortifère. Et même si vous allez dans le cinéma, dans la photographie, si vous lisez les textes, par exemple, de Flaherty, qui est sûrement pas quelqu'un de raciste, qui a tourné Nanook of the North, il dit, je filme ces Esquimaux dans leur grandeur première avant qu'ils disparaissent. Même chose pour, comment s'appelle ce fameux photographe américain, quelqu'un m'aide? Edward Curtis dit la même chose. Je vais photographier, et ces gens sont très sympathiques aux Autochtones, mais encore une fois, l'image qui en est construite va avec le fait qu'on pense qu'ils vont disparaître, que nous allons disparaître. Alors, et même ce mouvement-là est un peu encouragé avec les écoles résidentielles qui visent justement à éteindre les langues, à éteindre l'identité autochtone et faire passer cette disparition-là en douceur. C'était ça l'objectif officiel. Donc, quand je vois un nom comme ça, ça ne me choque pas parce que c'est un fait historique et je sais qu'il n'y a pas de malice derrière ça, mais reste que je comprends aussi qu'il y a tout un sous-texte historique
qui fait qu'aujourd'hui, on regarde ça et on dit, mais ma foi, ça doit dater des années 30, des années 40, des années 50. Mais on dit aujourd'hui, c'est un peu étonnant que ce soit encore là. C'est ça mon réflexe quand j'ai vu aussi bien le nom que le logo. De mon côté, un peu la même chose. J'ai pas été super choquée. Le terme indien, par contre, on est dans un collège d'enseignement. Le terme indien, c'est un terme qu'on n'utilise plus depuis au moins 20 ans. On se nomme nous-mêmes les Premières Nations. Donc là, il y aurait peut-être une réflexion à être faite à ce niveau-là. Je pense que ça serait important. Maintenant, il y a encore la loi sur les Indiens. Les plus vieux vont utiliser le terme indien parce que c'est ça qu'ils ont appris à l'école. Puis quand je rencontre un aîné canadien, québécois, puis qui me parle des Indiens, coudonc, c'est ça son vocabulaire, puis je suis pas plus choquée que ça. Maintenant, on est en 2019, c'est peut-être le temps de faire un virage. Je pense que dans tout ce qui s'est passé dans la dernière année, il y a eu une espèce d'ouverture, il y a eu des sons de cloche, il y a eu des appels, puis je pense qu'on est peut-être aussi rassemblés ici pour ça aujourd'hui. Donc ça, il faudrait peut-être le repenser, parce qu'on reproduit à quelque part une erreur historique dans un collège. Il y a quelque chose pour moi qui cloche. Maintenant, au niveau du logo, j'avais pas vu ces deux-là, j'avais surtout vu celui-là quand j'avais fait une recherche. Je le trouve très beau, je le trouve clair, je le trouve dynamique. Maintenant, c'est encore l'espèce de coiffe qu'on va retrouver plus sur les plaines, la coiffe Sioux. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver ici chez les Iroquois, je peux vous le dire, autant chez les Wendat que chez les Mohawks. La fameuse coiffe, c'est pas ça qu'on a, c'est plus un Gostawa. Donc ça aussi, il y a peut-être quelque chose à faire là, mais bon. Et est-ce qu'on est dans l'appropriation ou est-ce qu'on est dans l'appréciation? Et ça, c'est la question que je voudrais poser aussi. Je ne sais pas si on va pouvoir y revenir tantôt, ou si tu veux que je l'aborde, on va y revenir. Mais aborde-la maintenant, okay. Dans la... Oui, mais c'est parce que je pense que vous n'auriez pas des noms d'équipes comme les Indiens si à quelque part... J'imagine, il ne serait pas apprécié, tu sais. Dans le sens qu'il n'y aurait pas eu un symbole, disons, hyper négatif pour représenter les équipes sportives du collège. Un symbole nazi, par exemple. Tu sais, jamais de la vie, vous seriez allé là. Il y a l'aspect guerrier des Indiens, il y a l'aspect... Il y a toute la symbolique qui vient derrière qui on l'oublie, mais qui, moi, me plaît beaucoup moins. Puis là, je vais m'arrêter ici pour tout de suite. Je vais y revenir tantôt en l'expliquant. Mais c'est ce côté très guerrier, mais en même temps, c'est une forme de reconnaissance. Hein. Il y a ça aussi dans tout ça. Et quand je parle d'appropriation culturelle, ce que je dis toujours, c'est que c'est comme si on trace une ligne dans le sable. C'est pas immuable. L'appropriation culturelle, pour un, elle peut se placer là, plus à gauche, puis pour un autre, plus à droite. C'est pas évident. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un doux mélange entre de l'appréciation et de l'appropriation. En tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Et je reviendrai par contre vraiment plus tard sur la symbolique. Et c'est ça qui me dérange dans tout ce qu'on voit ici là, sur l'écran. Moi, je pense que c'est important d'exprimer ce qu'on veut exprimer, genre, qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi l'histoire, pourquoi ce logo, puis est-ce que c'est accurate avec l'historique de cet endroit-là, ou est-ce que c'est genre pour, je sais pas comment dire, mais c'est... Est-ce que ça rend hommage à votre équipe d'utiliser ce symbole-là ou vous voulez vraiment raconter une histoire? Et si c'est le cas, genre, je ne sais pas si il y a comme aujourd'hui, je ne savais pas du tout l'histoire de cette partie de la Terre et tout, et même genre Montréal, moi je suis quelqu'un qui aimait pas du tout étudier l'histoire à l'école parce que j'étais pas d'accord avec l'histoire qu'on nous enseignait à l'école, donc moi j'ai pas vraiment étudié l'histoire et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand j'entends les explications qu'il y a eu puis l'histoire, je me dis ok, c'est comme genre c'est un apprentissage, mais aussi je l'apprends en même temps que plusieurs personnes. Mais si moi ça me choque,
je me demande, est-ce que moi, ça me choque de voir un logo comme ça? Je suis pas vraiment choquée, mais il y a d'autres secteurs que l'appropriation culturelle ou voler des symboles ou je sais pas, l'appropriation, les symboles et je sais pas comment exprimer ça. C'est genre ça m'énerve quand je vois quelque chose de choquant, mais ça m'énerve pas. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. C'est un peu c'est comme si c'était inscrit dans une période, un espace-temps où on peut comprendre le contexte socio-historique qui a amené à la création d'un logo comme ça, mais aujourd'hui, on se demande comment on peut le redéfinir, et c'est d'ailleurs ce que fait le collège et pourquoi on est rassemblés ici. Et je rebondis un peu sur vos différentes interventions, et le terme d'appropriation culturelle a été mentionné par deux d'entre vous, et j'aimerais ça qu'on prenne un instant pour définir ensemble qu'est-ce qu'on veut dire par appropriation culturelle et comment certains préfèrent d'ailleurs l'expression de vol ou d'usurpation culturelle que le terme d'appropriation qu'on trouve parfois trop poli et qui n'incarne pas nécessairement. Donc vous pourrez aussi vous exprimer là-dessus et de le comparer avec le concept d'appréciation culturelle. Et après, on pourrait le situer par rapport à ce logo, de voir justement, Isabelle, tu mentionnais cette espèce de tension entre les deux. Comment, à quel degré on positionne le logo actuel et le nom? Oui, moi je parlerais plutôt d'accaparation culturelle que d'appropriation culturelle. Je trouve le terme plus approprié, justement, dans la mesure où il y a les emprunts. Hein, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en art, en graphisme. Mais l'emprunt est justement un hommage, parce qu'on reconnaît une dette. Hein. Quand Picasso dit « l'art nègre m'a inspiré », ou quand il dit « l'art Aïda m'a inspiré », c'est un hommage qu'il rend lui-même en utilisant certaines techniques. En faisant quelque chose, quand même une œuvre originale, reconnaissons-le, il reconnaît là une dette et une filiation. Par contre, l'accaparation culturelle, c'est quand quelque chose est fait par du libéraux qui s'en va à Oshéaga avec des plumes sur la tête. Excusez-moi, il n'y a aucun hommage qui est fait aux Premières Nations. C'est juste quelqu'un qui dit « Moi, je ferai bien ce que je voudrais et je me fous des symboles des autres. Ça me plaît d'être comme ça. » Et puis, que le reste de l'humanité se faire foutre. Alors donc, non, ce n'est pas un emprunt dans ce cas-là, c'est une offense. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez curieux, ce logo ici, là, tout à fait au bout. Est-ce que c'est vraiment du collège à Honesty? Ben non, c'est aux États-Unis que ça existe, ce logo-là. Et il y a une histoire autour de ce logo-là. Il y a je me souviens plus, c'est dans quelle ville? C'est Atlanta que ça. Cleveland, merci. Les Indians de Cleveland. Il y a à Cleveland, il y a un musée des Beaux-Arts qui avait fait venir un artiste Muskogee, je crois, qui s'appelle Flock of Burn, qui est assez connu dans le milieu des Beaux-Arts. Hein. Il a déjà été à la Biennale de Venise. C'est un autochtone américain, donc. Et il est allé à Cleveland pour une intervention, une commande en art visuel, d'art public. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a caricaturé ce logo-là, il l'a mis sur tous les poteaux de la ville. Et évidemment, est arrivé ce qu'il espérait qu'il arrive. L'équipe l'a poursuivi pour plagiat. Alors, voilà. Alors, donc, je pense que dans ce cas-là, la notion d'accaparation culturelle, tout d'un coup, est apparue bien claire à tout le monde. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, pour moi, l'appropriation culturelle, c'est une ligne tracée dans le sable. C'est pas toujours évident. Parfois, c'est vraiment évident. J'ai deux cas en tête. Le cas du fameux chaman sauveur qui va vous guérir. J'ai vu ça dans une publicité du Journal de Montréal il n'y a pas 2 semaines avec un numéro de téléphone 514. Et la personne se prétendait un chaman guérisseur de la tribu de je ne sais même pas laquelle, j'en ai jamais entendu parler de ma vie, et qui pouvait vous guérir du cancer et tout et tout. Donc ça, on est clairement dans de l'appropriation culturelle. Lui, il dit qu'avec des potions, des tisanes, etc., qui connaît la médecine autochtone, là, vraiment, on est dans la fraude, mais on est vraiment un cas extrême.
Quelqu'un aussi qui se dit autochtone, mais qui n'est pas autochtone, là aussi, on sait plus que de l'appropriation culturelle, c'est de l'appropriation identitaire, je pense. On en a eu quelques cas, notamment en littérature. Donc, il y a des cas flagrants comme ça où, oui, on se dit, ben oui, c'est de l'appropriation culturelle, mais il y a des cas à mi-chemin. Là, je pense qu'on est quelque part dans le à mi-chemin. On a une réflexion à faire. On est en 2019, comme je le disais tout à l'heure. Les emprunts, tout le monde en fait, comme le disait André. On mange des sushis, on fait du yoga. Ben, à quelque part, c'est des emprunts qu'on fait. De l'appréciation, si vous portez des boucles d'oreilles autochtones avec des perles, ben, c'est de l'appréciation. Vous aimez ça, vous rendez un hommage à quelque part à la culture. Et là, on est dans l'appréciation. Maintenant, si vous arrivez ici avec tout le costume traditionnel, peut-être qu'on est dans l'appropriation. Vous comprenez la nuance? Donc, il y a vraiment des degrés, des nuances. Puis, je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir ces débats-là, puis de pouvoir continuer à parler de tout ça, d'appropriation, d'appréciation, et d'essayer de démystifier ensemble et de tracer des limites, peut-être, comme société. C'est pas un sujet qui est facile, c'est un sujet sur lequel j'ai dû débattre. On en parlait tout à l'heure beaucoup cet été. J'ai trouvé ça extrêmement difficile parce qu'on commençait à débattre et là, on voulait faire créer une espèce de polémique par rapport à ça, alors que c'est pas un sujet qui doit être traité dans la polémique, selon moi, mais plutôt dans le dialogue, dans le respect, dans la compréhension mutuelle. Chacun, on a notre vision des choses, puis je pense qu'on doit bâtir là-dessus pour, si on veut, un peu changer les choses puis arriver à avancer. Alors, voilà. Ben, moi, je pense que des fois, c'est très glamour, s'habiller comme un autochtone ou je sais pas, l'appropriation, mais il y a tout le monde veut être autochtone, mais quand ça vient le temps de vivre la réalité autochtone, les gens vont fermer les yeux puis retourner à leur occupation, comment on dit ça, naturel ou habituel, oui. Puis c'est ça, c'est la triste réalité, mais aussi c'est pas toujours non plus négatif comme résultat. Merci beaucoup. Bon, alors le collège amorce donc un processus de consultation, donc cette étape-ci en fait partie pour entendre des voix autochtones sur le logo et j'aimerais ça un peu vous entendre sur comment vous voyez ce processus de consultation de façon respectueuse et inclusif et ça peut impliquer notamment de partager le pouvoir décisionnel, donc de faire rentrer d'autres voix et d'autres personnes autour de la table pour définir quelles sont une identité visuelle. Et je vais juste placer un petit peu ma question en contexte. Autour de différents débats, autour des identités visuelles ou des logos on a un peu cette tension entre le them if you do, them if you don't. Est-ce que certains ont déjà entendu parler de ça? Et OK. Donc, je vais l'expliquer. Je pense que ça vaut la peine. Je vais vous donner deux exemples concrets. On a, par exemple, dans le cas de la Ville de Montréal, l'absence de reconnaissance de la contribution, notamment historique et contemporaine des nations autochtones, peut être une violence. Donc, le fait de ne pas avoir notre présence sur les écussons ou alors sur un drapeau peut être, on reconnaît les autres peuples fondateurs, mais pas nous. Pourquoi? Alors là, la population autochtone se mobilise pour justement réparer cette omission, ou en fait, omission c'est peut-être gentil, mais en tout cas, réparer cette absence et réclamer, à travers un processus consultatif, l'ajout du pain blanc sur le drapeau. Donc là, c'était le them if you don't, il y avait l'absence. Et ça a été critiqué. À l'inverse, quand il y a eu une présence, ou justement, sur le logo, je pense notamment à une marque sur des sacs de chips, ou je pense encore aux mascottes d'une autre équipe sportive universitaire montréalaise. À l'inverse, il peut y avoir une mobilisation dans l'autre sens en disant « Ah ben non, on n'est pas d'accord avec les représentations que vous faites, qu'on trouve déshumanisantes, caricaturales ou même racistes. » Donc, quand on lance un processus de consultation, comment le faire justement que ce soit dans le dialogue de façon harmonieuse et respectueuse? Comment partager cet espace de discussion de façon à ce que toutes les parties prenantes puissent y trouver leur place? Ben, moi, je commencerai à ouvrir une parenthèse pour juste dire que si on veut rendre hommage à quelqu'un, il faudrait au moins être sûr que l'hommage va être bien reçu.
Je suis assez vieux, ça paraît pas comme ça, mais assez vieux pour me souvenir qu'il fut un temps où si un mâle sifflait une belle femme dans la rue, c'était reçu comme un hommage. Messieurs, je vous recommande pas de faire ça de nos jours. Alors, je me dis effectivement, si on veut rendre hommage aux Premières Nations, bravo, mais il y a une réflexion à avoir. Dans les musées, là, qui sont pourtant des lieux très patrimoniaux et très conservateurs, hein, c'est même le nom des personnes qui les dirigent, des conservateurs. Bon, c'est pas pour leur orientation politique. Et quand tous les 10 ans, ils changent leur présentation. À l'entrée, il y a toujours une grande présentation d'un musée qui vous dit ce que vous allez voir, ce que le musée représente. Ben, toutes les 10-15 ans, on la change. Excusez, je m'étouffe. On le change parce que, par exemple, dans les musées d'histoire, il y a eu des nouvelles découvertes. Il y a eu, le design a changé, il y a des nouvelles technologies, donc on se met à jour. Et pour ça, ben, on se réunit et on a des équipes qui y pensent. Je pense que c'est la façon de procéder. C'était une grande question. En fait, j'aurais envie d'amener le concept du rien sur nous sans nous, puis de revenir peut-être à ce qui s'est passé avec Kanata cet été, parce que ce qui s'est passé, c'est clairement un exemple. Il y a eu une lettre qui a été écrite par plusieurs autochtones et non autochtones par rapport à la pièce de Robert Lepage. Certains disaient que c'était de l'appropriation culturelle, d'autres non, d'autres on voulait en tout cas au moins créer une rencontre, mais le point commun à tout le monde, c'était vous faites une pièce de théâtre qui va parler qui va faire une relecture de l'histoire du Canada. Mais vous impliquez pas d'Autochtones. Et bon, il y avait aussi la partie acteur qui n'allait pas être jouée par des Autochtones. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est vous faites quelque chose, mais on n'y est pas encore. Donc, il y a un courant qui vient des États-Unis, qui vient du milieu universitaire, du Canada anglais, qui est maintenant arrivé au Québec et qui dit si vous voulez faire quelque chose sur nous, sur les Premières Nations, entre autres, faites-le avec nous. Donc, rien sur nous sans nous. Ça, pour moi, c'est important et de la base. Donc, autant un musée qui veut faire une exposition sur les Premières Nations, il ne peut pas ne pas impliquer des Premières Nations de A à Z. Pour moi, ça, c'est essentiel. Le gouvernement canadien qui veut faire une nouvelle politique sur les langues autochtones, la protection des langues autochtones, il doit impliquer les Premières Nations, les Inuits, les Métis. Pour moi, ça va de soi. On est vraiment et je pense que dans tout ce que tu as mentionné tout à l'heure, ça va grandement aider. Ça ne va pas être, ça va peut-être être un peu plus long. OK, on ne va pas se le cacher dans le processus d'impliquer l'autre partie. Parce que, d'abord, on doit apprendre à se connaître. On vous connaît beaucoup. Est-ce que vous nous connaissez tant que ça? Je ne suis pas sûre. Donc, il y a cette partie-là aussi. La méfiance doit tomber. Il y a des choses qui doivent s'installer. Mais une fois que c'est fait, les choses vont aller beaucoup plus vite. Et ce qui va se passer par la suite, je pense que ça va être accepté par le groupe autochtone en majorité. Donc, je pense que pour moi, c'est gagnant de faire ça dès le départ. Et pour moi, ça serait l'approche en recherche, c'est la même chose. En recherche universitaire, maintenant, ce qu'on dit aux anthropologues, aux historiens qui s'en vont dans les communautés puis qui font des grandes recherches sur nos cultures, sur une partie de nos coutumes, vous ne pouvez pas le faire sans nous. Arriver comme ça, venir interviewer 2-3 années puis repartir. Il y a un protocole de recherche. Maintenant, plusieurs communautés se sont dotées de ça. La PNQL s'est dotée de ça également. Il doit y avoir un retour à la communauté. Qu'est-ce que la communauté va en retirer de tous ces savoirs-là? Est-ce que, comme dans les années 60 ou 70, l'anthropologue va repartir, va écrire un beau livre, lui, il va faire des sous, puis il n'y aura rien qui va se passer pour la communauté. Donc, il doit y avoir un retour qui n'est pas nécessairement mercantile, mais juste de venir présenter les résultats. Donc, vraiment, d'avoir une action participative constante, une communication ouverte, je pense que c'est vraiment la clé. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est genre important d'avoir cette conversation-là, puis aussi les retours vers la communauté autochtone, parce que souvent, dans le passé, il n'y a pas, comme tu dis, il y a eu des... c'est quoi le mot que tu as utilisé? Genre, aller chercher de l'info. Oui, ou toi? Ah, je sais. Ouais.
Genre pour consulter. Oui. Consulter. Oui, c'est ça. Alors, c'est important de consulter toutes les personnes concernées. C'est sûr qu'il y a tout le monde a comme une opinion différente. Tout le monde est beaucoup plus secret envers les informations, whatever. Mais c'est comme ça que moi aussi, je verrais comment on pourrait avancer les choses en dehors des communautés, genre dans les villes et tout. Ouais. Super. Merci beaucoup. On va laisser du temps pour vos questions. Alors, j'en posais une dernière. Un élément important d'un logo ou d'une identité visuelle, c'est toujours, évidemment, le sentiment d'appartenance et l'appropriation que les étudiants du collège et les membres des équipes sportives ont par rapport à ces images-là. Et j'aimerais terminer en vous demandant si vous aviez des conseils à donner au collège dans son processus, justement, sur comment travailler pour que la communauté, justement, du collège s'approprie une nouvelle identité visuelle revisitée. Oui, déjà, on a décidé que ça oui, se ferait. Le cas échéant. Un peu prématuré. Le cas échéant, c'est vrai, j'aurais dû préciser. Mais je pense que il y a un attachement à des symboles quand la directrice tantôt a parlé d'un vêtement, on aime ça, hein? Des fois on a des vieux vêtements, des vieilles pantoufles ou des vieux souliers tout écornés et qu'on les aime. Hein? On est bien dedans. Puis à un moment donné, il faut en changer et faire son deuil. Et je pense que c'est un processus normal. Et je pense que c'est plutôt en mettant en valeur le côté intéressant d'une recherche. Alors, il faut impliquer le monde dans une recherche de quelque chose qui est une identité justement revisitée, actuelle, quelque chose qui est du punch, quelque chose qui va créer une fierté maintenant et pour le futur et qui va permettre de tourner la page. Et puis, tu sais, je ferai la comparaison, tu sais, je disais, je devrais pas, ça m'enrage trop, mais je disais Mathieu Bock-Côté l'autre fois, il disait, ah oui, mais le crucifix, on l'enlève, c'est terrible, on le met dans le musée, on n'a plus aucun respect pour le patrimoine. Ben moi, si j'étais directeur d'une association de musée, je lui répliquerais, je dirais, attention, le patrimoine, on en prend soin. Hein? Alors, puis quand quelque chose est un objet de musée, c'est quelque chose de précieux. Alors, je pense qu'il faudrait, il ne s'agit pas d'effacer les logos, les Indiens, l'histoire qu'il y a derrière. Il faut peut-être trouver des endroits, justement, dans le collège, des endroits de mémoire, où on dit, voilà ce qu'on était avant hier, et puis marquer la date, dire à partir de certains moments, on a eu une réflexion, et puis on a changé des choses. Donc, et c'est juste une évolution normale, et le placer justement dans un contexte évolutif, et non pas dans une rupture abrupte où on se met à jeter aux poubelles tout ce qui a une valeur historique. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment, copier-coller sur ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est finalement en faisant une recherche quelque chose qui va peut-être être plus dans le senti dans l'appartenance des élèves, des étudiants du collège Antique, dans l'histoire du collège, du territoire. C'est vraiment là, je pense, et tout ce que tu viens de dire par rapport au musée, évidemment. Mais comme j'aurais peut-être pas le temps de le placer, après, je vais quand même parler de la symbolique dont j'évoquais tout à l'heure le truc, c'est que si on regarde le logo, en tout cas, moi, il m'apparaît un peu guerrier. Il y a même des lignes ici, tu sais, de guerre, tout ça. Et souvent, quand on a des équipes sportives, et ça commence à me déranger un peu. J'ai regardé le nom des équipes sportives un peu partout en Amérique, tu sais, puis il y a les Redskins dans la Ligue nationale de football, il y a les Indiens de Cleveland, il y a les Vikings aussi, il y a les Warriors du Golden State dans la NBA, il y a les Gladiateurs. C'est toujours un peu guerrier, c'est toujours... je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, des batailleurs, un peu des méchants, tu sais, puis ça me dérange à quelque part pour les Indiens, parce que si on regarde vraiment traditionnellement, avant l'arrivée des Européens,
Il y en avait des batailles, il y en avait des raids, mais c'était pas courant. On réglait les conflits d'une manière très pacifique. C'était souvent par consensus. On faisait des conseils, des grands conseils qui duraient des jours et des jours et des nuits. On s'arrêtait à peine pour dormir, puis jusqu'à temps que tout le monde soit d'accord à l'entour de la table, ben on continuait le conseil. Quand il y avait des batailles ou des conflits, je dirais, entre des villages ou des clans, ben, savez-vous qu'est-ce qu'on faisait entre autres chez les Warriors, pas chez les Warriors, mais chez les Mohawks ici ou chez les Wendat? Mais on faisait des parties de crosse. C'est vraiment ça. C'est en jouant à la crosse qu'on pouvait régler plusieurs conflits. Donc, avant d'arriver à ce côté guerrier, tout ça, il y avait plein d'étapes. On était des peuples plutôt pacifiques. Et donc, moi, ça commence à me déranger de voir ce côté-là. Ouais, on va gagner, tu sais, Je le comprends, mais il y a quelque chose là que je trouve que c'est peut-être un peu trop, puis que ça ne nous représente pas vraiment dans ce qu'on était. Puis ça, ben, je tenais à le dire. Voilà. Bon, moi, je me dis que si tu te poses la question est-ce qu'il faut changer ou non, ben, c'est qu'il faut changer. Et voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a une dizaine de minutes pour vous laisser la parole et si vous voulez poser des questions à nos trois panélistes. Je ne sais pas s'il y a un système pour le micro. Ah, le micro est juste là. Alors, ne soyez pas timides. Bonjour. Je vais casser la glace. C'est à ça que ça sert des fois les profs. Donc, j'enseigne l'anthropologie ici au Collège Antique. Je m'appelle Josiane Rovida. Moi, il y a un aspect qui me questionne. C'est que, bon, vous avez fait référence tout à l'heure à de nombreuses équipes qui ont des logos, disons, plus guerriers. Moi, j'ai remarqué que l'autre tendance, c'est habituellement d'avoir des logos d'animaux qui sont assez féroces. Je me demandais si à quelque part on ne faisait pas le lien entre l'ancienne idée que les Autochtones étaient du côté des sauvages, du côté de la nature, et ces logos d'animaux-là. Puis moi, c'est un des aspects qui me dérange dans les logos qu'on a actuellement au Collège Antique, mais j'aimerais ça entendre votre opinion là-dessus. J'imagine que ça s'adressait peut-être plus à moi. Ben oui, il y a ce côté-là aussi qui est comme, tu sais, c'est comme inconscient, il y a tout ça, mais quand on se met à y réfléchir, on se dit effectivement, il y a tout ce côté-là aussi. Mais vous savez, le côté sauvage, et là, il y en a peut-être qui vont sauter de leur chaise, mais n'était pas nécessairement utilisé de manière consciente à l'époque. On nous appelait les sauvages, mais c'est parce qu'on était comme différents. Il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est pas quelque chose qui est évident puis qu'il faut creuser un peu, mais je vois aussi le lien là. Effectivement, les grizzlies, je l'ai noté aussi en faisant ma recherche hier. Il y a tout ça qui vient avec. C'est comme... Puis je comprends, on veut gagner, mais quand on utilise un peuple pour le faire, puis là, il y a quelque chose qui est moins sain, je dirais. Ben, moi, je dirais que je ne suis pas d'accord. Dans le sens suivant, je pense que effectivement, le sport, c'est une métaphore de la guerre. Hein? Et c'est une métaphore qui se veut pacifique. Les Jeux olympiques ont justement été créés pour favoriser la paix, que la compétition devienne pacifique, mais que ce qui est une vraie compétition. Donc, un côté très... alors ça, cet aspect-là qu'on représente le sport avec une certaine férocité, je trouve qu'il y a là une vérité cachée cachée, une vérité qui n'est pas tout à fait mise de l'avant, mais qui est révélée justement par ces métaphores. Évidemment que, et là ça fait partie du cliché, d'associer toujours l'Autochtone au warrior ou à l'agressivité. Il y a là quelque chose d'abusif. Oui. Comme on l'a vu d'ailleurs, c'est vrai, la présentation était très claire là-dessus. Les Autochtones en Amérique, et c'est drôle parce que c'est pas du tout l'image que l'Indien a, mais c'était des agriculteurs.
étaient des agriculteurs, sauf tout à fait au nord et quelques nations plus chasseuses de bisons, mais la plupart, 90% des Autochtones d'Amérique, quand les Européens sont arrivés ici, étaient des agriculteurs. Hein, Jacques Cartier, des champs de maïs à perte de vue sur l'île de Montréal. Donc, il y a là une vision faussée et qui provient justement d'une construction qui s'est faite à une époque où l'image n'avait rien à voir avec la réalité historique. C'est sûr que la perche chaude, ça fait moins guerrier. Oui, les sénateurs à Ottawa, ils risquent rien. C'est quoi une perche chaude? On l'apprend. Oui. Dans le fond, toi, vous aviez dit que porter des boucles d'oreilles, c'était porter hommage aux Amérindiens, aux Premières Nations. Mais aller dans un festival avec un outfit complet d'Amérindiens, c'était plus un manque de respect. Puis je voulais savoir c'est quoi qui différencie les deux. Dans le fond, est-ce que si je mets juste des boucles d'oreilles, c'est porter hommage? Ou est-ce qu'il y a genre une limite de choses à mettre? Ben moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut porter des éléments culturels de l'autre avec parcimonie, là, tu sais, un peu, parce qu'à un moment donné, c'est se l'approprier. Là, c'est là qu'il y a la différence, les nuances. C'est quoi la limite? Mais attends un petit peu, je vais répondre. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que tes boucles d'oreilles, ils viennent pas de chez Dollarama. Tes boucles d'oreilles, la source de la boucle d'oreille, ben, elle vient, c'est bien important, d'une artisane autochtone. Donc ça, pour moi, c'est un vrai hommage, parce que tu rends hommage à une artisane qui est soit Wendat, qui est Abénaquise, qui est nous. Donc, pour moi, ça, c'est important. Mais la limite entre les deux, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est difficile à expliquer parce que c'est une ligne dans le sable. Pour moi, la limite, c'est cute d'avoir un bracelet puis des boucles d'oreilles, mais ça s'arrête à peu près là. Si tu vas dans un contexte, justement, comme disait Hochelaga, avec toute la coiffe puis tout le truc, dans un contexte de fête et de party, on n'est vraiment pas dans le respect de la symbolique première de la coiffe. Donc, il y a tout le contexte qui vient aussi avec ça. Mais c'est à chacun, c'est pas évident de donner des frontières, des limites, mais en tout cas, ça, ce serait les miennes et c'est très personnel. Fait que ça se limiterait aux bijoux? Pardon? Ça se limiterait aux bijoux? C'est moi, je fais ça des mocassins chez toi, good. Moi, je fais du yoga, tu sais. Du yoga, là, ça vient de l'Inde, mais je le fais chez moi pour moi. Tu sais, je suis pas une experte. Demain matin, on m'offrirait de donner un cours de yoga, je serais bien mal à l'aise. Faire du yoga, j'en ai déjà fait aussi. Je vais vous donner un autre exemple. Du yoga show avec du dance music, ben, on est bien loin du contexte premier du yoga, là, tu sais, de la philosophie yogiste. Donc, il faut réfléchir à ça quand on le fait, puis se dire, bon, ben, c'est-tu en accord avec ce que je pense, personnellement? Puis le faire avec parcimonie. Moi, c'est ce que je pense. Mais maintenant, chacun doit faire sa propre réflexion, puis vivra avec les conséquences. C'est important de prendre le temps de s'instruire quand on décide de rendre hommage justement à l'habillé l'habillement d'une autre culture, de comprendre c'est quoi la symbolique et c'est associé à des pratiques rituelles, à des pratiques spirituelles, c'est dans quel contexte que ces régalia ou c'est dans le cas de certaines cultures autochtones sont portées pour savoir est-ce que dans le contexte où je me trouve, c'est approprié, là je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais de le porter. Est-ce que des boucles d'oreilles à perles, c'est associé à une certaine pratique rituelle dans la majorité des cultures? Non, pas nécessairement. Donc, c'était même, en fait, en tout cas, bref, on ne veut pas rentrer là-dedans, mais toujours est-il que de s'instruire, je pense, et de poser ces questions-là et de demander notamment aux personnes qui les confectionnent. Et donc ça, on rentre vraiment dans la rencontre et dans la relation. Donc c'est peut-être de se concentrer là-dessus. Ouais, moi, je répondrais à cette question-là comme dans la Grèce antique, hein, connais-toi toi-même. Je pense que quand on sait d'abord qui on est, quand on a creusé ses propres racines, quand on a bâti sa propre identité, quand on fait des emprunts, on ne se pose plus la question parce que on sait où on campe et on est capable de voir l'autre. Je pense que quand les pistes sont brouillées, c'est quand on essaie de construire son identité en prenant à l'autre une symbolique et
on dit c'est à nous, c'est ça qui me définit. C'est là, et effectivement, c'est pas sur tel objet qu'on a payé tel prix ou qu'on a acheté à telle boutique et qu'on porte à telle heure du jour. C'est beaucoup plus toute une démarche qu'il y a en arrière. C'est vrai, c'est la sagesse qui parle. J'ai été enseignant ici pendant 30 ans, au Collège Annecy, avec des équipes sportives que j'appuyais, qui s'appellent les Indiens, sans jamais réaliser toute cette mise de prise de conscience actuelle. Et oups, aujourd'hui, je me réveille et nous nous sommes trompés. C'est un peu l'impression qu'on peut avoir. Et ça serait tellement facile de faire ce qu'on fait souvent, c'est de prendre l'efface, puis de tout effacer, puis de se dire on va se trouver un nouveau nom, et puis on part sur des nouvelles bases. Le défi, je pense, qu'on aura maintenant, c'est comment on peut garder trace. Donc, je pense, en tout cas, de ça, respectueusement, ça va être le défi. Et je suis très content que mon institution ne fasse pas que dire on efface, puis on s'en va ailleurs, puis on oublie tout, surtout les erreurs qu'on fait, on a tendance à les oublier. Donc, mais le défi va être là, hein, il faut trouver la façon de garder une trace respectueuse du lieu d'où on vient, d'où on est, avec votre accord. Mais je pense que ça va être... là-dessus, vous avez donné des pistes, mais il reste que ça va être ce délicat chemin à faire pour arriver à un nouveau nom, je pense. Cela dit, je ne dirais pas que le collège Annecy s'est trompé. Je dirais que le collège a été trompé parce que c'est toute la société qui était aveugle à certaines réalités. Et c'est aujourd'hui que la société dans son ensemble se réveille, s'éveille à ces réalités-là. Et il n'y a personne qui a à se flageller. C'est un courant historique. Je pense que se tromper, ce serait essayer d'arrêter le mouvement actuel et s'accrocher au passé. Mais à partir du moment où on veut aller de l'avant, on n'a pas à porter de stigmate de ce qui s'est passé avant hier. Oui, salut. C'est une petite question à vous poser. Je comprends qu'il faut que ça débute en concertation avec les peuples autochtones, mais moi, ma question, elle est plus académique. Quel est l'état de la recherche historique sur les sports au sein des peuples autochtones? Parce que nous avons des historiens dans notre collège, et je pense qu'avec les historiens du collège, avec des acteurs du milieu autochtone et d'autres milieux, ce serait bien qu'on sache s'il faut utiliser un jour un symbole qui aille au-delà de l'appropriation culturelle, qui rende hommage, ce serait bien qu'on puisse se renseigner là-dessus de façon plus poussée. Quel est l'état de la recherche actuelle, si vous avez ces renseignements-là? Le sport chez les peuples autochtones, on peut se limiter à l'Amérique du Nord, j'imagine, parce qu'en Amérique du Sud, c'est un peu différent. Donc, c'est ça. Je pose la question à tous les panélistes. C'est très documenté, en tout cas particulièrement chez les Iroquois. La crosse est très... et autres jeux sont très, très documentés. Il suffit de taper Indian Games dans Google et vous allez voir que des entrées puis des références bibliographiques, il y en a à la tonne, et peut-être que le gars qui a fait l'ouverture ici pourrait nous préparer une conférence là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Une dernière question en haut, oui. Bonjour, merci. Je m'appelle Frédéric Legault, je suis enseignant en sociologie ici au collège. Je voulais apporter peut-être, j'ai une question en fait plus d'ordre aussi sociologique à l'égard du concept d'emprunt. Donc, je pense qu'une des questions qui peut être intéressante à se poser, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est qui emprunte quoi à qui? Et un emprunt est rarement neutre, hein, quand on parle d'un emprunt culturel. Donc, ici, je pense qu'une des raisons de la démarche qui est entamée, c'est qu'il y a peut-être un emprunt culturel d'un groupe historiquement qui a dominé un autre groupe. Donc, la signification serait différente, évidemment, si l'emprunt aurait été effectué dans le sens inverse. C'est les mêmes raisons qui vont
légitimer les malaises des blackface, par exemple, ou d'autres processus du même genre. Il y a une relation qui relie les deux peuples, en l'occurrence, de domination et d'exploitation. Donc, il y a peut-être quelque chose là qu'un emprunt n'est pas neutre, particulièrement quand il relève de symboles aussi forts que ça. Voilà. Donc, je voudrais vous entendre à ce sujet-là, en fait. Merci. Oui, bien, c'est assez drôle. Moi, je ne trouve pas qu'il y a emprunt, parce que nous, on ne s'est jamais appelé Indien. Hein? Je trouve que c'est un emprunt dans la culture coloniale qui s'emprunte à elle-même. Ça ne vient pas de chez nous. C'est vrai. Puis dans le cas dans le cas des blackface, puis moi je trouve que rendu là, c'est plus de l'emprunt, là, c'est de l'appropriation, parce que dans le concept d'appropriation aussi, c'est l'utilisation au mauvais escient, là, tu sais, soit pour nous faire paraître une culture minoritaire comme soit stupide ou violente, ou faire de l'argent sur le dos de la culture minoritaire, ou tu sais, il y a tout ça aussi. Puis les exemples un peu extrêmes que vous donnez, moi, on n'est plus dans l'emprunt. L'emprunt, on reste encore dans les boucles d'oreilles, puis les bracelets, tant qu'à moi, puis les sushis. Et le karaoké. Voilà. À ce sujet-là, d'ailleurs, si vous voulez, ça vous intéresse de creuser un peu cette discussion-là, il y a un film justement de Resolution Picture, d'ailleurs André fait partie des personnes interviewées, qui s'appelle Real Injun, qui réfléchit beaucoup et qui déconstruit justement la construction visuelle de l'identité autochtone, notamment en Amérique du Nord, qui pourrait être très intéressante, et c'est disponible en ligne sur le site de l'ONF, je pense, de l'ONF. En fait, vous pouvez le louer en ligne, vous avez juste à taper Real Injun de Resolution Picture. Hollywood des Indiens en français. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Super. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup au Collège Antique de l'invitation. Et au nom de l'équipe de Mikana qui va continuer avec vous dans ce processus, on se souhaite d'excellents échanges et des conversations constructives pour ce processus-là d'autonomisation. Merci beaucoup.